Il n'y a pas moins libre qu'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il choisit sa cage, il choisit la taille des barreaux, il peut la décorer, mais n'importe quel salarié, même si on est mal luné, au bout de 3 mois, il fait du surf à Bali. Nous, avant de descendre de nos obligations sociales, fiscales, morales, etc., c'est très compliqué. Donc la liberté, oui, a été un peu sacrifiée, mais c'est pas un vrai sacrifice, puisqu'on avait choisi d'y aller. Donc on choisit de sauter dans la piscine, après, faut assumer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'histoire de quelqu'un qui a changé de vie. Alors vous allez me dire, c'est peut-être comme dans les films, peut-être que vous-même vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà fait totalement, tout changer, tout arrêter, prendre une autre direction. C'est l'histoire de mon invité d'aujourd'hui. Je le connais depuis des années, vous allez comprendre dans ce podcast à quel moment je l'ai rencontré. Il suivait Pause justement, il m'écrivait de temps en temps quand il y avait un invité qu'il adorait ou qui lui racontait quelque chose, parce que lui, il était dans le temps long, à traverser des continents réellement. Et à un moment, je me suis dit, mais toi aussi, tu as une histoire incroyable à raconter, tu as une trajectoire de vie unique, viens, parce que je suis sûr que mes auditrices et mes auditeurs vont adorer t'écouter. Dans une autre vie, mon invité était un serial entrepreneur à succès dans le milieu de la tech. Mais en 2018, il a décidé d'investir dans sa dernière start-up, sa propre existence. Pionnier dans le monde du digital et précurseur dans le domaine du web et de la vidéo à la demande, il a mené à bien pas moins de 6 aventures entrepreneuriales. N'ayant plus envie de résumer sa vie à être chef d'entreprise, il a choisi de changer radicalement de vie pour partir écrire sur les chemins du monde, convaincu que le bonheur se trouve dans le voyage, la nature, la culture de sa liberté et la rencontre d'autres cultures. Comment a-t-il réinventé sa vie ? Qu'est-ce que ces nombreux voyages lui ont appris ? Quelle est sa définition de la liberté ? Prise de risque, motivation, prise de conscience, voyage, le temps d'une pause, il nous fait le plaisir de revenir sur son parcours si inspirant en nous livrant ses précieux conseils de vie. Bonjour Frédéric Pi. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Merveilleusement bien. Ce qu'on va voir là, et on va prendre ta vie depuis ta naissance, comme d'habitude, c'est que tu l'as choisi. Tes dernières années, là on disait 2018, ces dernières années, tu as choisi ta vie. Ouais, je crois que j'ai le privilège, je suis très chanceux, tout le monde n'a pas cette chance. Je crois que j'ai choisi toute ma vie d'ailleurs. Tu n'as pas choisi une chose et que tu as regretté, c'est là où tu es né. Alors oui, effectivement, ça je ne l'ai pas déterminé. Voilà, tu n'as pas déterminé, ça a été quand même c'était dur, en fait, ce que tu dis avec des années après, parce qu'il n'y a pas eu d'amour, en fait. On a un amour tardif dans la famille, voilà. Donc, comme ça que tu le définis ? Oui, disons que je suis allé fils unique ? Je suis fils unique, je suis né en banlieue parisienne. Val-de-Marne ? Oui, des parents employés, mais certainement une génération qui avait souffert eux-mêmes et qui n'avait pas l'habitude de dire « je t'aime ». Pas de gestes, pas de bisous, voilà. Donc, on va chercher l'amour ailleurs, auprès des filles et auprès de l'amitié. Tu as eu un fils, tu as fait tout comme tes parents ou tu as justement fait de l'inverse ? Tout l'inverse. Mathéo, il a 24 ans et il a entendu toute sa vie que son père était fier de lui et ce qui est vrai d'ailleurs. Pour nos auditrices, nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, peut-être dans les stations de métro, en courant, en allant dormir ou autre, tu viens d'où toi le baroudeur là ? Tu nous fais rêver un peu ? Je viens de passer 1 an en Amérique du Sud à parfaire et à finir le voyage que j'avais, qui était inachevé j'avais été bloqué à cause du Covid. Entre-temps, je suis parti en Afrique pendant 1 an à dormir sur le toit de mon 4x4 dans toute l'Afrique australe. Et puis je suis revenu quand même en Amérique du Sud pour finir et voilà. J'ai récupéré ma moto en Patagonie et j'ai fait 4, 5, 6 pays en 1 an, quoi. On va reprendre donc ton histoire. Tu parlais de tes parents. Ta maman, et c'est important, travaillait dans les bureaux d'Air France. On verra que ça peut donner aussi cet amour du voyage. Ton papa, donc, dans la gestion des travaux publics. Fils unique. Donc, justement, ce voyage-là, toi, tu dis souvent, toi, tu avais cette carte du monde, en tout cas, entre imaginaire et réel, où tu avais toutes ces capitales. C'était justement parce que ton quotidien était pas très gai, était assez gris, ou juste très rapidement, tu pouvais voyager d'ailleurs, parce que ta maman avait des prix, c'est ça ? Donc tu as commencé à voyager assez tôt. On payait 10% du prix du billet, donc on a beaucoup voyagé. Et effectivement, à l'hiver, quand tout le monde partait à Megève ou à Courchevel, nous on partait à l'île Maurice, parce que ça coûtait pas cher pour nous. C'est moi qui passais pour le riche de la classe en revenant, alors que c'était moi le plus pauvre. Et un concept que j'aime beaucoup, toi qui écoutes souvent le podcast, tu le sais, c'est cette idée de bucket list. Tu pourrais dire, moi je vais être pompier, policier. C'est pas uniquement ça, je veux dire. C'est pas ce que tu voulais faire comme métier.
mais plutôt, est-ce que tu avais des rêves comme ça où tu t'es dit, j'aimerais réaliser ça à 15 ans, 20 ans? Je crois que j'avais pas d'objectif, mais dès qu'il y avait, ça sentait la liberté et l'indépendance, j'y allais. J'avais un côté un peu rétif à l'autorité, et donc voilà. Donc t'as travaillé sur toi, tu sais d'où ça venait, ça? Pourquoi ça vient d'où? C'était dans les... Je sais pas, je pense qu'on est constitué comme ça. Je pense qu'il n'y a pas d'explication aussi rationnelle. Il y a aussi la part de la magie, le signe astrologique, des influences. T'es quoi et quoi, toi? Tu connais ton signe et ton ascendant? Moi, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors quand tu regardes ça, c'est voyage. Ouais. Continuons notre cheminement. Tu vas faire tes études à Toulouse et tu le dis. Alors est-ce que c'est comme ça? Parce que tu dis, tu as essayé de trouver l'école qui était le plus loin possible de ta famille. Est-ce que c'est vraiment ça? Tu aurais pu trouver Pau, c'est encore plus loin. Après l'Espagne, après avoir constitué ma première boîte, je suis allé vivre à Pau. Donc, tu vois, comme quoi. Et donc, oui, je voulais être loin, je voulais être indépendant, je voulais voler de mes propres ailes. Quand on s'appelle Pi, c'est un petit peu légitime. C'est légitime. Tu sais que les Pi aussi, c'est pas celles qui aussi volent souvent, c'est ça? Donc, il faut faire attention aussi. Et puis, tu as aussi le pape, les papes. Absolument. Et là, tu touches l'entrepreneuriat, quasiment l'intrapreneuriat, on devrait dire, parce que tu es une organisation qui se lance à ce moment-là avec le génie Coluche. On est dans les années 80, 85, je crois. Oui, 85, absolument. Il fait cette annonce exceptionnelle, et on n'a pas beaucoup trouvé mieux que les Restos du Cœur sur cette thématique depuis le temps. Et là, tu t'y associes, tu as 20 piges, et là, tu vas plus en cours. Absolument. Qu'est-ce qui t'appelle? C'est quoi cet appel-là? T'avais ça en toi, l'appel du social, de l'autre, ou c'était... Je pense que déjà j'étais fan de Coluche, et j'ai vu qu'un artiste, Michel Colucci, dit Coluche, voulait lancer une association. J'ai décroché ça dans le couloir sur le mur des annonces. Je payais pas l'avion, donc je suis monté à Europe 1, et il m'a dit tu t'occupes de Midi-Pyrénées, donc à 21 ans... C'est passé comme ça. Donc quand il fait son annonce à Europe 1, sa célèbre annonce, t'es là. Alors il fait cette annonce pour rigoler, sauf que 48 heures après, il y a 2 sacs postaux avec des chèques à l'ordre des Restaurants du Cœur, alors que l'association n'existe pas. Donc là, panique à bord, qu'est-ce qu'on fait? Et ça s'est enchaîné comme ça, et c'est le fils Lederman, qui était son impresario, donc Alexandre Lederman, qui a suggéré qu'on s'appuie sur toutes les subdeco en province pour créer très vite une association qui puisse être opérationnelle pendant 3 mois, les 3 mois d'hiver. Donc là, c'est ce que tu fais à quasiment plein temps. Donc tu vas plus trop en cours. Et c'est là, tu considères que c'est vraiment à ce moment-là où le bug de l'entrepreneur t'a pris, ou c'est ce virus, le virus merveilleux et contagieux, j'espère. Et surtout, j'ai pédalé toute ma vie pour avoir l'adrénaline que j'ai eue à l'âge de 21 ans. Ouais, pas facile, parce que là, t'es monté tellement haut, tellement jeune. Ouais. On va voir que c'est revenu. Là, entreprise sociale, dans tout ce qu'on va voir après, tu n'as plus jamais refait une entreprise sociale. Pourtant là, tu es allé très haut. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé la question? Pas vraiment. Plus tard, quand j'étais dans la tech, en me disant parfois ça n'a pas de sens, enfin j'ai pas l'impression de changer le monde, et c'est vrai que, enfin tu connais parfaitement bien ces activités, tout ce qui est philanthropie, et parfois ça m'a caressé, mais par réflexe, je restais un peu dans le domaine, j'étais vraiment, je pense que j'ai un profil très particulier, je suis créateur d'entreprise, c'est-à-dire que je me suis toujours attaqué à des domaines qui n'existaient pas. Quand je me suis lancé dans la VOD, Netflix collait des timbres sur des enveloppes pendant 1 an et demi encore. Là, tu pars faire ton VSNE ou ton service militaire? En ambassade à Madrid, et là tu cherches, tu vas lancer une entreprise, quand tu reviens, mais t'as les antennes qui sont ouvertes, t'as le chakra qui est ouvert, tu veux absolument trouver une entreprise, parce que là tu vois que l'audiotel, donc tu peux expliquer pour les gens qui ont moins de 40 ans ce qu'est l'audiotel. L'audiotel, c'est le Minitel mais vocal, donc c'était des numéros. Minitel, là, je te demandais des moins de 40 ans, là tu me parles de Minitel, là c'est compliqué là. Donc c'est la télématique vocale, c'est-à-dire que c'était un numéro surtaxé où on obtenait des informations par le téléphone. Donc la météo, je prends la météo, il faut bien, pour tous ceux qui ont moins l'horoscope dont tu es féru. Vraiment féru. Mais le météo, je suis plus au météo qu'au horoscope, mais la météo, à l'époque tu voulais vraiment savoir si ce soir il faisait beau, un numéro 08 surtaxé, il te disait alors demain il pleuvra ou il fera beau, et ça tu le payais. C'est quand même, il faut bien se rendre compte que c'est dingue. Et donc là tu vois ça, le marché s'ouvrait en Espagne pour 1 an pour 15 entreprises pour voir si ça marchait, etc. Alors qu'en France des gens se gavaient avec le Minitel, l'audiotel, ça avait déjà démarré, c'était ouvert, c'était le Far West, et c'était un marché très 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 porteur. Et donc je me suis dit, les filles sont belles, il fait beau, pourquoi rentrer en France? Et donc, les filles, ça revient souvent. Hein. Oh, ça revient souvent. Formation, quoi. Formation. Fallait aller chercher l'amour en dehors de mon foyer. Donc t'es allé chercher à ce moment-là. Ouais. Donc là, tu pars, donc tu es en Espagne, et là, tu crées ton entreprise. Ouais, je crée mon entreprise avec un vieux de la vieille qui s'appelait Patrick Robin. Voilà. Donc, vous êtes tout jeune,
Vous êtes en Espagne ou vous êtes en France quand vous montez ça ? Moi, je trouve Patrick comme associé. Je rentre parce qu'en disant j'ai 120 lignes qui m'attendent, je connais rien Donc là, à la télématique. C'est des lignes. Ah ouais, je connais rien à la télématique. Il connaissait tout à la télématique, mais moi je connaissais l'Espagne. Donc je lui dis voilà, il investit, il met le pied à l'étrier, et puis voilà, on démarre. Ça se passe bien ? Vous revendez ou c'est Bah en fait, ça se passe pas bien, mais l'histoire est très très drôle. Je l'ai pas forcément mis sur mon CV, mais à toi je peux le dire parce qu'on est entre nous. Voilà. Personne nous entend. Voilà, on est entre nous. Et en fait, les Espagnols repoussent le marché de 9 mois et l'ouverture de cet essai en fait au hôtel. Et donc l'idée c'est, j'ai des bureaux, j'ai un appartement à louer, comment je paye ? Et je lui dis à l'époque, il y a un truc qu'on peut faire, c'est les terminaux points de vente viennent d'arriver avec des services par téléphone. Et à l'époque, c'est le Q et la voyance qui marchent très fort. Et me voilà, à l'époque, j'ai 25 ans, à recruter 14 nanas tout le monde, on me prenait pour Hugh Hefner, le patron de Playboy avec les bunnies dans les bureaux, alors que j'avais des femmes, des mères de foyer, des étudiantes. Qui répondaient au téléphone. Qui parlaient, et qui donnaient du plaisir pendant 15 minutes, moyennant une somme conséquente qu'on débitait sur le terminal point de vente. J'avais 4 voyantes aussi pour la jante féminine. Et voilà, on a fait ça pendant un peu plus d'1 an avec mon associé de l'époque, qui était mon ami, qui j'ai monté 5 boîtes par derrière, ensuite en France. Qui s'appelle Karine Barbelivien. Et donc là, d'ailleurs, ce qu'on voit souvent, c'est que beaucoup de gens disent que les gens qui sont des années 90, qui ont réussi dans le hôtel étaient beaucoup justement sur des sujets qui étaient... C'était un secteur porteur. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire. L'amour est toujours porteur, hein, c'est ça que tu vas nous dire. Là, je te retrouve, c'est là où je te connais juste après. Tu reviens en France, et là, tu montes une nouvelle entreprise qui deviendra certainement une des... Les gens ne s'en souviennent pas parce que toute boîte qui est rachetée, on ne se souvient que des gens qui l'ont rachetée, ainsi de suite. Cette boîte a été rachetée par une boîte qui a été rachetée, ainsi de suite. Mais qui est une des premières agences web. Tout à l'heure, on parlait du fournisseur d'accès, là, des premières agences web en France, qui s'appelle Pictoris. Donc là aussi, tu reviens, là, tu dis, c'est plus l'hôtel, le Minitel. Tu as cette vision. D'où tu la vois ? Tu la vois aux États-Unis ? Dès que je touche un petit peu d'argent, j'arrête de travailler et je profite de la vie. Donc ça, c'est mon ADN. Et donc je suis à l'époque dans le Béarn, et un jour, il y a le Crédit Lyonnais, ça s'appelle LCL, le Crédit Lyonnais, il m'appelle, il me disait, Monsieur Pi, maintenant ça s'appelle pas le débit lyonnais, donc ça serait bien de remettre de l'argent sur le compte. J'avais épuisé mes petites économies faites en Espagne, voilà, et donc je lisais à l'époque, je sais pas comment ça me tombe dans les mains, Wired en 94, qui était assez un magazine qui était très lu, très... Alors là, il arrive dans le Béarn, le Wired ? Non, en 94. C'est pas mal. Je peux savoir qui te l'a amené. Je sais pas. Bon. Okay. Et donc, je dis à mon ami de l'époque, je lis un article sur le multimédia, et je lui dis, on quitte tout, on monte à Paris, et on va se lancer dans le multimédia. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est ? Je lui dis, j'en ai absolument aucune idée, mais ça me plaît bien. Voilà. C'est comme ça. Et donc là, tu le fais vraiment. Tu pars du Béarn. Tu arrives à Paris, tu montes Pictoris Interactive. Et donc, c'est, de nouveau, pour ceux qui nous écoutent, une agence web, c'est-à-dire que réellement, tu vas voir des entreprises et tu vas les convaincre que le Minitel est dépassé, que tout est dépassé et que demain, ce sera le web. C'est ça. Difficile au départ ? Ton premier client, tu te souviens de ta première cliente ? Oui, tout a démarré avec un appel d'offres auquel j'ai répondu. C'était EDF, GDF, à l'époque, ils étaient jumelés. Et je me retrouve, après avoir fait avec Karine une maquette innommable que j'ai détruite parce que je veux pas que mon fils qui a fait du design tombe là-dessus, quoi. Il refuserait l'héritage. Et donc, je pitch, je me retrouve face à 8 personnes de EDF, GDF dans une salle un peu stalinienne, tu vois. Donc, je rapproche la table parce que j'avais un petit portable. En fait, on avait tout inventé. Donc, je passais mon temps à mimer des réponses qui n'étaient même pas sur la maquette. Et voilà. Et donc, on était en compète avec Gédéon et compagnie, enfin, toutes les grandes agences. Et 15 jours après, le jeune patron de DF Multimédia m'appelle, il me dit, Monsieur Pi, j'ai une bonne nouvelle, vous venez de gagner. Et là, je raccroche. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai dit, on est dans la merde. Comment on fait un CD-ROM à l'époque, voilà. Et donc, un CD-ROM, tu y arrives. Et donc tu développes ça pendant des années et tu vends cette entreprise. Et là, tu le vends aussi. On en parlera souvent avec toi. Tu as développé assez d'entreprises. Certaines ont réussi avec succès. Succès, c'est-à-dire que tu as réussi à les vendre. D'autres ont eu des échecs. On en reparlera. Mais celle-là, grand succès, tu revends ça à ce qui était la perle à l'époque. Ça s'appelait agency.com. Donc, ça veut dire tout. Donc, ils avaient le nom de domaine qui allait très bien. Qui elle-même allait être achetée juste après. Qui appartenait déjà à Omnicom. D'accord, c'est Omnicom qui l'avait dit. Donc Omnicom, de nouveau, c'est un des très grands groupes
de communication dans le monde, en France, et on est très fiers d'avoir 2 des 4 plus grands groupes français qui est Publicis et le groupe Havas. Et donc là, c'est Omnicom qui donc indirectement te rachète. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est les Américains qui arrivent, toi? Ta culture américaine, elle est assez bonne? Ton anglais était assez bon? Ça se passe bien parce que je préférais vendre à un Américain qui faisait du web qu'à Capgemini qui m'avait déjà approché, qui payait en papier et sur 5 ans, alors que les Américains venaient et allaient rentrer au Nasdaq, une grande partie en cash. Ouais. On continue dans ton parcours entrepreneurial. Là, tu t'arrêtes un petit peu. Tu parlais tout à l'heure, dès que tu as un peu d'argent, tu t'arrêtes. Ouais. Et puis à un moment, tu dis juste... J'ai cherché l'amour, donc ce qui devrait continuer d'alimenter ton fil rouge. Là, tu as de l'amour. Là, que je me trompe pas trop, c'est la maman de Mathéo. D'accord, c'est après. Oui. C'est avant. Mathéo était déjà né. Donc là, tu étais déjà séparé. Mais je me dis, je vais me marier. D'accord. Comme un entrepreneur, je monte presque un business plan. J'ai levé de l'argent, c'est la start-up qui m'a coûté le plus cher, mais ça a duré 7 mois. Donc tu vois, j'étais aussi très start-up à l'époque dans mes histoires d'amour. C'était très rapide celui-là. Voilà, oui, c'était un essai, on va dire. Un essai. Tu retournes dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te fait y retourner? C'est qu'au moment où tu avais gagné suffisamment et tu dis, ou pas suffisamment pour vraiment tout arrêter et faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu étais dans une sorte de machine à laver entouré de gens qui étaient uniquement à réussir, à créer quelque chose de nouveau, toujours à faire plus que... Il y a une conjonction de ça. Conjonction, et t'habitais Paris à l'époque? Tu étais parti de Paris après l'avoir vendu? Non, j'étais à Paris, donc effectivement, je me suis donné le temps de bien vivre, de rencontrer, j'étais prince charmant à temps plein à l'époque. Et comme je suis très imaginatif, je faisais plein de choses. J'ai beaucoup voyagé aussi. Et puis, tu me donnes envie de te poser la question, c'est quoi ça? Tu imaginais le prince charmant? Dis-moi, fais-moi des jolis voyages. Et donc cette femme, je l'emmène en Inde. Donc cette femme avec qui tu vas te marier ou pas? Non, la première femme. Oui, je me marie. Tu maries 7 mois. Voilà. Journaliste donc. Voilà. Une journaliste, une grand reporter, donc, et on part en Inde, au Rajasthan, 3 semaines avec le chauffeur qui va bien, etc. Enfin, le voyage merveilleux. Je loue un ponton sur le lac Udaipur. Le truc magnifique, merveilleux. Voilà. Très romantique. Mais en fait, je reviens surtout sans femme. Enfin, ou peu de temps après, je prends la décision de divorcer parce que c'était extrêmement chaotique. Bon, ça, c'est anecdotique. Mais c'est surtout que je reviens avec l'idée de Vodéo. En fait, elle travaille dans la télévision et je lui dis, mais c'est une énorme machine à détruire de la valeur. C'est-à-dire que les chaînes dépensent 30 000 à 100 000 euros pour faire un reportage ou un documentaire qui n'est vu qu'une seule fois. À l'époque, le replay n'existe pas, la VOD n'existe pas, on connaît le concept, mais il n'existe aucune plateforme. Et j'invente le surgelé de l'audiovisuel, si tu veux, le Picard de l'audiovisuel, je disais à l'époque, en disant je vais récupérer tous ces programmes, ces milliers de programmes, plutôt centrés reportage, documentaire, pour permettre à mes camarades de voir ce qu'ils ont envie de savoir. C'était avant YouTube, YouTube n'existait pas encore. Bien sûr, parce que là, YouTube se lance en 2005-2006. Ouais. Donc là, des soucis évidemment parce que la fibre n'existait pas, donc c'était un peu plus compliqué pour voir ces images-là. Ceci étant, tu le lances avant, un peu avant. Là, c'est un point essentiel que tu connais bien et c'est ce qu'on a toujours avec les entrepreneurs. Il faut toujours avoir raison. Pas trop tôt. Exactement. Juste ce qu'il faut, la seconde avant. Toi, sur ce coup-là, t'as raison, une semaine avant, peut-être un mois en avance, si c'est une année. Il n'y a que France Télécom qui existe, qui vient de lancer sa plateforme. Je vois des fonds. Alors j'avais un track record qui était plutôt élogieux, donc je vais voir les fonds que je connais. Alors je donne pas les noms aujourd'hui parce qu'ils sont toujours en activité. Et je vois 2 types qui font la pluie et le beau temps, qui font et défont des startups. Et ils me disent à l'époque, donc on est en 2004-2005. 2004, oui. Ils me disent, non mais Frédéric, soyons sérieux. Tu penses quand même pas qu'un jour on va regarder de la vidéo sur Internet? Bon, je raconte toujours cette histoire. C'est sympa de ne pas donner les noms. Voilà, non, c'est vraiment sympa. Ceci étant, à leur décharge, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas imaginé ça. Je te rappelle que le téléphone portable, qui est dans les mains de tout le monde aujourd'hui, est-ce qu'on aurait pu imaginer ça dans les années 90? Et ça qui est assez intéressant, il y a quand même une évolution incroyable de la technologie. Il y a plusieurs personnes qui peuvent te racheter ou là tu choisis rapidement le Figaro parce que là, en fait, en avril, la boîte vaut 8 millions d'euros. Donc, c'est sur le papier, c'est mon dernier tour. On fait rentrer un 34e actionnaire, donc tu vois un peu le... Et moi, j'explique que ça fait 8 tours de financement et je vois encore le 9e, le 10e, le 11e qui va arriver. Et je dis, il faut s'adosser à un grand groupe média qui a besoin de vidéos, qui n'avait pas vu la vidéo arriver, qui fait des papiers, de la news, etc. et qui a besoin de documentaires et de reportages. Et là, on décide de vendre. L'été, on prépare le book.
Sauf qu'en septembre, Lehman Brothers dévisse, et là, c'est l'enfer, c'est la piste noire, et il n'y a plus personne qui rachète une boîte en France. Au mois de décembre, je vends au mois de décembre au Figaro, qui rachète pour 1 euro, qui me dit on adore, mais on ne paye pas le passé. On paye les factures à partir de lundi prochain, mais voilà. Donc on vend. Ils te gardent ou pas? Oui. Tu t'es resté un peu là-bas? Mais à 1 euro, je leur ai dit que je restais pas. Ouais. Donc j'ai pris mes clics et mes claques. Et puis, voilà. Et j'ai remonté, j'ai récupéré tout. T'as jamais été employé? J'ai été employé entre l'Espagne. T'as été quelqu'un d'une vraie entreprise? J'ai bossé dans une vraie entreprise. À Pau, c'est pour ça? À Pau, exactement, pendant 1 an. Qui faisait quoi? Une boîte qui a été rachetée, qui faisait des respirateurs pour les gens qui avaient des problèmes de poumons, et puis des couveuses pour les bébés. Et ça m'a passionné. Là, j'ai découvert les produits, les stocks. Quoi, du marketing, de la vente? J'étais patron de tout ce qui était commercial et export. Sauf que j'avais 25 ans. Ouais. Et c'était une boîte qui était truffée de syndicalistes, ça appartenait à Elf dans le passé. Ils avaient foutu toutes les brebis galeuses, etc. Ils changeaient de patron tous les 2 ans, donc ils te regardaient en disant on attend le prochain, quoi. Donc ils n'avaient pas eu tort d'ailleurs, parce que je sais pas très bien. Là, cette fois-ci, tu n'as pas gagné suffisamment, donc tu vas pas te lâcher. J'ai gagné 1 euro. Tu remontes une autre entreprise, Hubby. Hubby, qui était en fait la récupération de tous nos savoir-faire, parce qu'on avait développé notre propre plateforme. Puis j'avais des clients qui venaient me voir. 50% de la banque audiovisuelle, enfin de Vodéo, le chiffre d'affaires, c'était distribuer des documentaires, mais c'était des prestations techniques B2B pour Warner, Turner, les grandes des télécoms. Et je récupère ces activités. Enfin, on va dire à la barbe du Figaro, qui me demande s'il y a un avenir là-dedans. Je leur ai dit, je leur jure que non. Voilà, et 6 mois après, je reforme. Enfin, là, on démarre Hubby, ouais. Qu'est-ce que c'est devenu? Hubby, on l'a bien développé. Alors, ça a duré un peu plus longtemps, 8-9 ans. Ça prend toujours plus de temps que Et on était numéro 1 français de les prestations techniques pour tous les télécoms et l'audiovisuel. Et j'ai vendu ça à un concurrent. Alpha Network, qui m'a dit on veut pas deux coqs dans la même basse-cour, t'es libre le jour de la signature. Magnifique. Génial. Magnifique. Ouais. Bien vendu? Très correctement. Pas ce que ça valait, mais j'ai trop attendu et voilà. Tu avais beaucoup d'investisseurs qui étaient associés avec toi? Non, j'avais quasiment la très grosse majorité. C'est un conseil d'ailleurs. Parce que les gens se gargarisent de dire on vient de lever 20 millions d'euros, 25, 50 millions. J'ai juste envie de leur dire après le communiqué de presse en disant il te reste combien du capital? Et je crois qu'une des choses que je dis à tous les jeunes start-upers aujourd'hui, ne levez pas trop vite, ne levez pas trop et gardez votre capital. Quels sont les sacrifices que tu te dis avec un peu de recul avoir fait? Est-ce que c'est le recul sur ta liberté à un certain moment où tu étais les pieds moins liés, quand tu passais 4 ans à lever de l'argent tout le temps, c'est pas forcément ce que tu voulais faire? C'est la famille, c'est quoi le sacrifice que toi tu as accepté? Je pense qu'il n'y a pas moins libre qu'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il choisit sa cage, il choisit la taille des barreaux, il peut les décorer, mais n'importe quel salarié, même si on est mal luné, au bout de 3 mois, il fait du surf à Bali. Nous, avant de descendre de nos obligations sociales, fiscales, morales, etc., c'est très compliqué. Donc la liberté, oui, a été un peu sacrifiée, mais c'est pas un vrai sacrifice puisqu'on avait choisi d'y aller. Donc on choisit de sauter dans la piscine. Après, faut assumer, voilà. Et non, c'est on va pas dire la santé parce que j'ai jamais vraiment été malade, mais il y a des moments où c'est quand même très dur. Enfin, c'est une vie qui est pas réservée à tout le monde. Enfin, faut savoir faut un peu de courage et d'abnégation, voire d'inconscience peut-être parfois. Donc toi, l'entrepreneur, puisque c'est pas forcément la liberté qui t'intéressait, c'était l'innovation, c'était changer le monde, c'était la réussite, c'était l'argent, comment tu le définis? Alors je pense que c'est pas du tout l'ego, donc la réussite et l'argent encore moins. Je pense que vraiment si quelqu'un a comme motivation de devenir riche par l'entrepreneuriat, ce qui est certainement la meilleure école, mais c'est l'une des écoles, c'est la plus mauvaise manière. Je pense pas que ce soit. C'est la plus mauvaise, c'est parce que tu penses que tu n'y arrives pas forcément, ou là tu as un jugement de valeur en disant un jugement de valeur. Je pense que c'est, je pense qu'il y a d'autres manières, il y a d'autres choses plus nobles comme l'indépendant. Je pense que moi je voulais un peu changer le monde aussi. Ouais. Je voulais rendre mes concitoyens plus intelligents en leur offrant des documentaires. Je me suis aperçu que mon ami qui était patronne dans des malls gagnait beaucoup beaucoup plus sa vie à faire la télé-réalité et à bêtir les foules, on va dire, pour faire bref quoi. Donc oui, j'ai toujours voulu chercher le bien. C'était une autre manière de retrouver un peu les restos du cœur différemment. On parlait de timing tout à l'heure justement. Toi, comment tu le vois ce timing-là? Dans une réussite, tu penses que c'est vraiment une question de travail, de timing, d'équipe, de produit? Parce que c'est souvent, moi on me pose très souvent la question en disant juste, voilà, quels sont les 4 des éléments essentiels d'une réussite?
Moi, je dis très souvent que travail, voilà, tous les entrepreneurs le savent, c'est comme numéro 1 ou no, tout là-haut. Et c'est d'ailleurs entrepreneur, intrapreneur et tout ce que nous voulons faire tous, hein, pas uniquement dans le travail, mais dans ce qu'on aime faire. À quel point, toi, qu'est-ce que tu verras après comme l'essentiel? Tu penses que le timing, toi, tu t'es senti... là, tu me parles d'un timing exceptionnel en 2000, quand tu as vendu Pictory, c'est catastrophique après les subprimes. Si on veut parler de réussite, effectivement, le timing, il y a un scénario qui se déroule, on ne le maîtrise pas. Un coup, on vend bien, un coup, on vend mal. Souvent, on fait qu'une seule et belle entreprise. Le reste, on essaye, on croit qu'il y en a d'autres derrière, mais bon, timing se met en travers, ou on n'a plus la pêche, on n'a pas les bonnes motivations. Donc, je crois que c'est aussi apprendre à travailler avec les autres, quoi. On ne réussit pas seul. 2018, décision radicale. Tu décides de tout quitter. Tu vends donc Hobby à Alpha Networks, tu le vends correctement, comme tu le dis. Combien de temps ça t'a pris à prendre ces décisions? Très rapidement. En 2 mois, j'ai ventilé toute ma vie. Ouais. Et en fait, tu dis une décision qui a été prise en 6 mois et 30 ans. Ah oui, absolument. Dans le livre, c'est ce que j'écris. Alors oui, donc, évidemment, tu as écrit c'est qu'il y a un processus très lent. Il y a une maturation, il y a une percolation qui nous emmène vers la liberté. En tout cas, chacun vers son chemin. Il faut le voir. Et parfois, c'est un événement qui nous fait prendre la décision, mais elle était là. Cet événement, c'est pas uniquement la vente, parce que là, on est en 2018, le marché tech n'a jamais été aussi positif, florissant, tu utilises l'adjectif que tu veux. Là, toi qui as cette expérience, qui as ce réseau, qui a ses succès, et puis ses demi-échecs, mais aussi qui font apprendre beaucoup, tu peux lancer plein de choses. C'est quoi ce moment, si tu me parles de ce moment-là? Il y a un instant dans ta vie? Oui, alors il y a eu plein d'événements au fur et à mesure, mais il y a 2 événements notables, et c'est une question qu'on me pose partout depuis 5 ans à l'autre bout du monde. Elle intéresse tout le monde, parce que tout le monde rêve d'un moment donné quelque part de s'affranchir de toute obligation, ce qui est mon cas. C'est que je rentre un jour, après une journée classique d'entrepreneur, il est 21h, j'allume même pas la lumière, il y a le réverbère qui est dans le salon, et là je m'allume un cigare, je prends un whisky, je souffle un peu, et je me dis, tiens, s'il y a un feu dans l'appartement qui démarre, là, j'ai 3 minutes pour me sauver la vie, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qui est important finalement pour moi? De quoi j'ai besoin? Et je fais le tour de tout l'appartement pendant 20 minutes. Je me donne le temps de répondre, j'ouvre les tiroirs, j'ouvre les placards, je sais même plus ce qu'il y a dedans, et d'un seul coup, la réponse, c'est rien. Et je me dis, peut-être que dans 4 ans ou 5 ans, j'allais déménager dans un plus grand appartement qui me coûterait encore plus cher pour acheter des nouveaux meubles, pour stocker du encore plus rien. Voilà. Et ça me paraît totalement du vide. Donc le côté matériel de la vie et payer très cher des locations en appartement, etc., me paraît... Tu n'avais vraiment rien quand tu as fait ça? Tu en avais quoi? C'était quoi les 3? Tu avais comme 2-3 choses que tu avais gardées? Alors franchement, aujourd'hui, l'ordinateur ou l'ordinateur, le téléphone, j'ai 5 t-shirts, 2 pantalons. J'ai fait une fête de 80 personnes dans l'appartement, disant tout est à vendre, et ce qui n'est pas vendu à la fin, ça part dans les associations. Donc je me suis déchargé d'absolument tout, puisque ça n'avait pas d'importance. Et il y a un autre événement, c'est qu'un mois après, moi je lis beaucoup de poésie, j'en écris un peu, je lisais Pablo Neruda, J'avoue que j'ai vécu. Et là, je regarde le titre en disant, j'avoue que j'ai vécu. On a tous notre définition. Ça veut dire quoi? Une vie intense, une vie sage, une vie longue, une vie riche. Bon, je me dis, par contre, si la mort frappe à la porte et me dit, Frédéric, dernier baiser, dernière valse, et on y va, je vais la supplier, je vais inventer 1000 raisons de rester parce que j'ai pas tout fait, j'ai pas tout vécu. Et ce jour-là, j'ai pris plus l'idée de l'incendie, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'ai dit, voilà, je vais me séparer de tout ce qui n'a pas d'importance et je vais vraiment vivre ma vie, je vais devenir un professionnel de la vie. Et le jour où elle viendra me voir, je l'embrasserai, je la remercierai pour le rabat. Tu vois ça comme un côté épicurien? C'est comme ça que tu le définirais? Alors, c'est un amour de la vie, un enthousiasme à vivre. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vendais, j'en profitais pour vivre. Et aujourd'hui, c'est la fin de mon 2e bouquin, c'est l'épilogue. C'est plus que bon vivant, parce que j'ai été bon vivant toute ma vie, c'est bien vivant. Et c'est une manière d'être en harmonie avec la nature, les autres et sa propre vie. Là, tu parles de ton second livre qui s'appelle Vivant, publié par Nautilus, l'édition de Christophe Agnus, qui raconte évidemment un de tes périples, parce qu'il y en avait un premier livre d'abord qui s'appelle Libre. Question que j'ai quand même sur ce sujet, de te poser un moment en disant juste cette vie-là, la mort qui m'embrasse et je m'en vais avec elle. Tu crois, toi? Ah ben, je suis absolument persuadé. Et puis depuis 5 ans, je suis absolument persuadé qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il y a un grand mystère et qu'il y a une force et franchement, j'ai pas peur de mourir aujourd'hui. T'as plus peur de mourir? Tu l'avais avant?
Moi, j'étais un peu rationaliste. Enfin, j'avais un doute, j'avais des points d'interrogation qui tournaient, et aujourd'hui, je suis allé chercher les points d'exclamation qui donnent des réponses à tout ça, notamment en Amazonie, quand tu as des expériences comme le. Tu as fait chaman ? Tu as fait des chamans au oui, Pérou de l'ayahuasca plusieurs fois, dans l'Amazonie, quand tu vis avec ces gens qui vivent au cœur de la nature, avec les vibrations, voire même de la montagne, bah, tu reviens, tu te dis. La matière, tu crois. Oui, la matière. Et puis, j'ai eu, et j'en parle dans le premier livre, que tout ce que j'ai vécu m'a été annoncé 7 mois avant par une voyante. C'était totalement absurde et impossible selon moi. Tout est arrivé, quasiment aux dates. Et j'ai plusieurs preuves, parce que je suis en moto seul au travers de la cordillère des Andes. Plusieurs fois, j'ai eu des signes qui m'ont évité d'avoir un accident grave. Et cette voyante, tu l'as allé la revoir ? Oui, elle m'a même téléphoné après 1 an et demi, on ne s'était pas parlé, pour m'envoyer un message, alors que j'allais partir dans la cordillère des Andes. J'étais au Chili, j'avais fait réparer la moto pendant 18 jours. Elle m'a informé qu'il y avait un risque absolu, qu'elle avait été contactée, comme quoi il y avait un risque sur moi de danger, ou qu'il y avait quelqu'un qui me bloquait. Voilà. Et je lui montre la photo d'un maillon de chaîne qui devait lâché le lendemain, alors que j'aurais été à 4000 mètres d'altitude avec des ravins de 900 mètres, et la moto s'est mise en panne elle-même. Et la voyante m'a informé, mais un tout petit peu tard, elle m'a dit, bon, bah c'est bon, donc ça a été réglé, et je n'ai jamais vu une telle protection chez quelqu'un. On y croit, on n'y croit pas, moi en tout cas, je suis assez convaincu. Et elle a su te dire qui te protégeait ? Oui, elle me l'a annoncé 1 an avant, enfin 7 mois avant de partir, avant que je sache que j'allais faire un tour du monde. J'avais pas pris la décision. Et c'était quelqu'un plus ou moins de ma famille qui est mort durant la guerre, mais pas de la guerre. On a essayé d'enquêter avec ma petite maman. Elle me dit, le monsieur est roux ou blond, il a un prénom à double, voilà. Ouais. Mais j'arrive pas à voir. T'as un guide. Ouais, il y a quelqu'un qui me protège matériellement et physiquement. Et ça, t'as commencé à le croire justement en te délestant de tout ce que tu expliquais tout à l'heure, tous ces biens matériels, toute cette pollution. On est encombré, ouais. On est très encombré de. Ouais. Donc là, on est encombré d'ego et on est encombré de matériel, ouais. Faudrait que je te propose maintenant une pause amicale. Donc tu sais parfaitement qu'est-ce qu'une pause amicale. Quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui va te poser une question. On l'écoute. Bonjour Fred, c'est Geneviève. Écoute, tu as tout vendu pour partir en voyage. Je voudrais savoir ce que tu as racheté quand tu es revenu et ce que tu n'as pas racheté. Bonjour à tous les deux, au revoir à tous les deux, à bientôt. Question de Geneviève Petit, qui est une de ces grandes journalistes qui suit le sujet du digital depuis nos années Internet, qui est journaliste maintenant au Petit Web, qui est chez elle, le Petit Web, qui te pose cette question-là. Donc, est-ce que tu as racheté quelque chose ? Maintenant, j'ai rien racheté et je suis toujours en voyage. Je repars là au mois de septembre. Alors, ça me fait penser qu'il faut que je passe pour acheter 2 t-shirts parce que sur les 5, il y en a 2 qui ont des trous. Donc c'est, bon, tu vas peut-être racheter des t-shirts. C'est ça qu'on va dire. C'est ça, absolument, exactement. Ça va se limiter à ça. Tu ne rachètes rien. Non. Donc, tu vis avec 14 kilos. 14 kilos. Et tu le mets dans un sac Oui, dans 2 mallettes de moto. C'est ça, c'est toujours avec ta moto. Dès que quelqu'un, un ami ou une amie m'accompagne, je suis obligé de faire un peu de vide. Je réduis encore plus. Donc, reparlons de cette idée de vie qui est assez complexe. Donc, encore une fois, tous les gens qui nous écoutent, on a eu une discussion très marquante il y a quelques podcasts de ça avec Alain Cogent, qui est un homme que j'aime beaucoup. Et justement, on parlait justement de cette vie après la vie. Lui, il y croit fortement. D'ailleurs, moi, je crois aussi beaucoup à ça, mais pas dans une vision uniquement religieuse, comme justement pas religieuse, mais justement ou pas. En tout cas, chacun a sa propre. En tout cas, moi, soit c'est la tienne, soit c'est une direction. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet d'une complexité folle. Et il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, exactement, ce qui est parfois un peu complexe. Toi, on n'a qu'une vie. Moi, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais jeune, on n'a qu'une vie. Et d'ailleurs, je voyais souvent que les gens qui disaient ça, et peut-être moi y compris quand je pensais à ça quand j'étais plus jeune, ne suivent pas les conseils. On brûle tout. On n'a qu'une vie, on y va, on ne s'arrête pas. Et puis, tu as cette célèbre citation de Confucius que tu connais très bien et tu en parles souvent. On a 2 vies. Et donc la deuxième commence quand on comprend qu'il n'y en a qu'une seule. Et voilà. C'est important parce que ce déclic, cette prise de conscience, c'est elle qui donne l'énergie, c'est celle qui fait faire le premier pas. Un grand voyage, c'est extrêmement simple. Le plus dur, c'est le premier pas. Après... Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment faisable de comprendre ça quand tu as 20 ans ? Toi, tu l'as appris parce que et je te connais, tu as des cicatrices, tu as eu des moments douloureux, des pertes de personnes très proches, un divorce, des difficultés dans le boulot.
qui nous peut peut-être nous poser des questions différemment. Et c'est ça qui est beau aussi à 20 ans. 20 ans, c'est bien d'être un petit peu, de ne pas avoir, d'avoir une feuille blanche. Donc parfois, tu poses des questions. Est-ce que tu penses que ça doit forcément arriver avec les années? Tu vois, je pense que... Alors, à nos âges, peut-être. Mais je pense que les jeunes générations aujourd'hui ont des informations ou des antennes ou une conscience, tu vois, par exemple, du monde qu'on leur laisse, que j'ai vu de manière... qu'on sagouine tous les jours partout dans tous les pays. Et j'espère qu'ils vont pas attendre 52 ans pour se dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, je pense que chaque âge a... Et puis, c'est très individuel, quoi. Enfin, il y a des gens qui sont encore à courir. Voilà. J'aimerais bien en discuter avec Bernard Arnault sur le côté spirituel de Bernard Arnault, quoi. Est-ce que quand tu vois ça, toi, tu te dis que tu as un rôle justement de messager quand tu vois ta vie et quand tu vois certains de tes amis, parlons juste de ton premier cercle, qui n'ont pas tellement cette vision-là. Ils te voient évidemment comme un ovni, ça c'est sûr, mais est-ce que tu essayes d'être un peu prosélytiste avec eux? Tu essayes de dire, allez, rejoins-moi dans cette secte du voyageur. Et comment tu vis ça? Non, moi, j'essaye juste d'inspirer les gens qui sont prêts à être inspirés et qui veulent être inspirés. Je veux pas faire de prosélytisme pour changer voilà, certains ont leur phase, sont plus ou moins conscients ou pas. Moi, je suis très sensibilisé depuis 5 ans à ce que j'ai vu de la planète dans 3 continents. Les nouvelles sont quand même très mauvaises, hein, et je vois mes amis citadins occidentaux sont pas tout à fait conscients à la fois de l'urgence et de l'ampleur des dégâts. Et voilà, donc j'essaye par mes écrits et mon expérience de dire allégeons-nous, allons vers le verbe être et faire et pas paraître et avoir. Voilà. Donc ça, c'était 4 verbes, hein, parce que les clés pour toi, c'est être, paraître, avoir et faire. Certains passent donc trop de temps à paraître au lieu d'être vraiment. Certains finissent par être possédés par ce qu'ils possèdent. Ouais. Mais toi, tu penses que tu étais cette personne-là avant ? Assurément, non? Oui, il y avait de ça, il y avait quelque chose, j'ai une mission qui me dépasse et j'ai fait des startups, j'avais besoin de me prouver des choses aussi. Je pense qu'il y avait un manque de reconnaissance paternelle. Toi, il y a un moment où ton papa, avant qu'il parte, il y a un moment où vous êtes quand même un peu rabiboché, où il a dit c'est pas mal quand même? Non, c'est resté un peu de la colère à l'époque. Moi, j'ai été un adolescent coléreux qui en voulait, en disant voilà, pour ça que Mathéo, il est venu me rejoindre au Mexique, j'ai jamais discuté autant avec un être humain. Enfin, il sait tout. Maintenant, je peux disparaître, il a les clés. Enfin, voilà. Il sait que je suis fier de lui. J'essaie de lui inculquer aussi Mathéo, la liberté. De 23 ans. Voilà. Et il a enfin compris ma profession. Il a jamais rien compris aux startups. Là, il a compris que son père est globe-trotter, quoi. Voilà, professionnel. Question sur le timing. Alors, encore une fois, le timing, c'est pas forcément toi qui le décide. Là, encore une fois, c'était l'aliment des étoiles. Avec un peu de recul, tu dis, tu aurais préféré avoir pas cette illumination, mais ce moment de déclic quand tu avais plutôt 30 ans que 50, ou tu dis juste que là, tu juges pas tellement ça. Tu dis, tu sais quoi, c'est le destin, toi. Ça arrive quand ça doit arriver. Alors, on me dit, est-ce que tu as des regrets? Je suis pas quelqu'un qui est tourné vers les regrets. Le seul regret que je dis avec l'humour, c'est pourquoi je l'ai pas fait avant. Et j'aurais pu le faire avant. En fait, l'idée, c'est que la vie, on est souvent pris dans un couloir, un couloir de course. Hein. Une fois qu'on a démarré la course, c'est compliqué d'en sortir. Surtout quand on est entrepreneur et qu'on a tellement d'obligations et de poids sur les épaules ou de personnel, etc. Donc, rarement, par contre, mon conseil, c'est de dire, à partir du moment où on a un peu de liberté, enfin, de la liberté, de la santé, faire un tour du monde en fauteuil roulant, c'est plus compliqué, un peu d'argent et du temps, ce qui était l'ingrédient pour moi magique, les 4 ingrédients de ce cocktail qu'on appelle l'existence. Je me suis dit, plutôt que de refaire une start-up presque par réflexe, presque tiens, je remonte une boîte parce que on a des idées tous les 3 mois, tu veux monter une boîte, tu veux investir en disant c'est formidable. Je me suis arrêté, j'ai soufflé, j'ai fait un tour de France pendant 27 jours en suivant le soleil et voilà, sans plan, et je me suis dit, mais je suis en très bonne compagnie avec moi-même, et j'ai une seule passion aujourd'hui, c'est l'écriture, que j'écris depuis 25 ans, on va en faire un métier, quoi, voilà. Donc, il y a un mot que j'utilise énormément, et qui, à mon avis, est essentiel aujourd'hui, c'est l'alignement. C'est essayer d'être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qui est parfois pas forcément évident, pour plein de raisons. Hein. C'est certainement la pollution dont on parlait tout à l'heure, qui fait parfois tu dis quelque chose, mais quand tu vas le faire parce que c'est plus simple, parce que c'est moins cher, parce que c'est plus facile, tout un tas de raisons. Et encore une fois, sans jugement, je pense que le paragon de vertu n'existe pas. Toi, aujourd'hui, justement, tu sens que tu es aligné.
Alors, je me définissais au début, pour un peu en signature, comme l'homme le plus libre et le plus léger de la planète. Et aujourd'hui, je suis absolument persuadé que je suis certainement un des plus heureux, en tout cas de mon point de vue. Et c'est Camus qui nous rappelait que le secret du bonheur, c'est la cohérence entre un homme, entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Et c'est de trouver sa raison d'être, son ikigai, quoi, enfin, ce pourquoi t'es fait. On parlait tout à l'heure de tes amis, quand tu leur as dit, les gars, 2018-2019, je me barre. Ils se sont dit, dans 6 mois t'es de retour, dans 15 jours t'es de retour. Tu pensais, ils disent, tu déconnes, fais pas ça, tu vas nous manquer. C'était quoi le... Il y a eu de tout, mais effectivement... Les très proches, je parle le premier cercle, vraiment le tout près. En tout cas, il n'y a pas eu de reproches, où ils n'ont pas essayé de... Moi, j'ai croisé des voyageurs où j'ai inspiré des gens qui ont, eux aussi, sur leur parcours, ensuite tout lâché, notamment des femmes, où les enfants leur disaient, mais maman, tu peux pas faire ça, tu te rends compte, t'es une femme seule, enfin attention, le monde est dangereux, enfin voilà. Donc, moi, j'en ai pas eu trop, parce que je pense que j'étais programmé pour faire ça. Ils savent que j'ai fait tellement de choses dans ma vie que voilà, il est dingue et il va le faire. Voilà. Mon fils, par contre, je lui ai posé la question un mois avant de partir. Je lui ai dit, j'ai un peu l'impression de t'abandonner parfois. Et il me dit, papa, je pensais vraiment que tu serais pas capable de le faire parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, t'étais sur ton téléphone, etc. On bosse aussi en vacances quand on est entrepreneur. Et il me dit, là, je vois toute la maison qui est en train de disparaître. Je m'aperçois que t'as des couilles. Ma réponse a été, t'en viens, tu devrais le savoir, donc t'es le mieux placé pour le savoir. C'est classe. Ton expérience, donc, on a inspiré d'autres quand même? Oui, il y a eu 6-7 personnes qui ont... Voilà, et il y a des petits signes comme ça qui me font plaisir, c'est que au gré de 15 minutes de conversation, 20 minutes dans un taxi à Bogota, le type, tu peux pas le payer parce qu'il dit non, c'est moi qui vous l'offre. Enfin, merci, c'est génial parce que waouh, voilà. Et là, on parle de voyage loin, c'est l'Afrique australe, c'est l'Océanie, c'est l'Amérique latine. À un moment, tu me parlais des 27 jours. Tu t'es dit aussi que tu allais faire Compostelle, Stevenson. Tu t'es dit en France, tous ces merveilleux endroits où tu rencontres aussi d'autres personnes. Et tu t'es dit à un moment, ça aussi, ça pourrait porter. Là, tu serais obligé de mettre ta moto de côté. Je sais que c'est pas facile. Mais tu t'es posé parfois à un moment la question là-dessus? Non, parce que je veux plus vivre en France. Mais je pense que l'aventure est au coin de la rue. Et comme disait Cicéron, si tu as un jardin et une bibliothèque, tu as tout. Donc on n'est pas obligé de partir. Moi mon chemin personnel, c'était de partir à l'autre bout du monde. Alors, on parlait tout à l'heure d'entrepreneurs qui voient les choses peut-être un peu trop tôt. C'était le cas pour, en tout cas, d'autres des startups. Là, c'est étonnant parce que ce qu'on dit ici, ça va résonner chez beaucoup de gens qui nous écoutent parce que c'est un peu le post-Covid. Beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi Le pourquoi pourquoi je fais quelque chose que je ne devrais pas faire? Pourquoi je travaille pour cette entreprise? Pourquoi je travaille pour ce patron-là? Pourquoi autant? Et on a vu ces dernières années des décisions donc, très fortes de la part de beaucoup d'employés et pas que des jeunes, ce qui est assez intéressant, beaucoup d'employés de différents âges qui ont dit, tu sais quoi, moi j'ai envie de rester habiter à Brest si je me sens mieux à Brest et pas forcément être à Paris, ou je préfère être dans une petite entreprise. Et encore une fois, ce qui est important, et je le redis là, c'est que les gens s'écoutent plus. Et toi, tu as mis quelques années à t'écouter. Ça, c'est ce moment-là, ces 2 moments qui ont été critiques. Et je peux que conseiller, je sais que tu me rejoindras là-dessus, à conseiller toute personne de parfois s'écouter. Pas écouter les autres, et c'est pas facile. Là, on reparle d'alignement, c'est un vrai exercice. Ça peut prendre du temps. Découvrir l'inconnu qui est en nous, c'est une aventure d'une vie, en fait. Et c'est le connais-toi toi-même. Mais ça paraît si évident, mais c'est difficile, on passe notre temps à se détourner de nous-mêmes et de se jeter dans des activités. Moi, je viens de discuter avec une présidente d'une grande filiale d'une boîte française aux États-Unis qui vient de prendre sa liberté, qui a négocié sa liberté, qui vient de partir en tour du monde sans date, elle me dit, jusqu'à épuisement de mes allocations, enfin, on va dire. Et donc, elle part au Népal, elle part au Bhoutan, voilà, etc. Et je lui dis, moi, j'ai un conseil à te donner de vieux routard, on va dire, avec mes 5 ans de sillage, c'est de t'immerger dans la nature, parce que là, tu me parles pour l'instant beaucoup de villes et beaucoup de peuples, etc. C'est formidable d'aller voir les autres, parce que quand on est seul, on n'est jamais seul en voyage, en fait, c'est le secret du voyage, les autres viennent vers nous. Donc, immerge-toi dans la nature et dans la solitude. Parce que c'est comme ça qu'on descend. L'ascenseur vers soi-même, il est là. Tu me parles de solitude, merci, parce que je voulais parler de cette sensation, parfois, d'être seul, qui parfois, justement, peut faire craindre aux gens. Et là, on parlait de cette femme. Quand tu dis solitude, parfois, les gens, c'est quasiment une agression d'être seul, c'est une certaine peur. Toi, dans tous ces voyages, est-ce que tu as des moments où tu t'es senti seul?
seul ou là, pour le coup, tu regrettais? Ou jamais? Non, jamais. Jamais. Alors, j'avais même un copain qui me téléphonait tous les mois. Et il me dit, derrière les cartes postales, je lis tes chroniques, etc. Bon, je veux savoir un peu les doutes, les peurs, les angoisses. Attends, j'en étais presque angoissé. Il fallait que je lui invente des problèmes. Et j'arrivais pas parce que je lui dis, globalement, je me sens seul, 2%. Alors, faut dire que je voyage pas seul. Je voyage avec l'écriture. Et donc, dès que je suis seul, j'ai une très jolie conversation avec une feuille de papier. C'est marrant ce que tu dis, parce que là, il y a, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre et qui n'ont pas vu le film Into the Wild, donc tu avais Christopher McCandless, dont l'histoire avait été racontée, c'est son histoire, qui dit une chose assez importante, qui est un petit peu la combinaison de ce qu'on vient de se dire. Toi, t'es maître en solitaire, mais en fait, tu n'étais pas toujours seul parce que tu avais l'écriture. Et ce que disait Christopher dans sa phrase, la happiness only real when shared. Donc en gros, la joie ou le bonheur, si tu le traduis, n'est vrai que s'il est partagé. Donc toi, tu le partageais avec les autres à travers ton écriture, c'est ça que tu dis? Beaucoup, voilà. Et Fernando Pessoa disait, quand je vois du beau, j'ai envie d'être deux. Et donc c'est vrai que au fil des mois, surtout quand tu sors de Patagonie, de Nouvelle-Zélande, où c'est extraordinaire, t'as des larmes de la beauté du monde. Enfin voilà, c'est la rencontre avec Dieu. Tu te dis, voilà, dans le génie du vivant et la beauté époustouflante de cette planète, te donne envie d'être, voilà. À beaucoup d'endroits. Faut être clair. La beauté de notre planète même en France, enfin surtout bien en sûr. France aussi. Nouvelle pause amicale, Frédéric. Le principe est toujours aussi simple. Quelqu'un va te poser une question. Alors Fred, mon ami. Donc tu aimes les voyages, je crois que nous l'avons tous compris, mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ce que tu aimes surtout, c'est partir. Tu aimes le vin, nous le savons, mais là encore, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ce que tu aimes surtout, c'est l'occasion de partage avec tes amis et que le vin, au fond, n'est qu'un prétexte. Tu aimes les femmes, mais tu le sais, je pense depuis longtemps, que ce que tu aimes surtout, c'est être amoureux de l'amour. Alors, comme il faut que ça se termine par une question, cher Fred, entre partir, l'amitié et l'amour, si tu devais renoncer à une de ces trois composantes de ta vie, à laquelle renoncerais-tu? Waouh. Message d'un de tes très proches, ancien associé, aujourd'hui managing partner chez Avolta Partners, donc entrepreneur, Patrick Robin. Alors? Je pense que ma religion, c'est l'amitié et que j'ai transformé toutes mes histoires d'amour en amitié finalement. Je suis ami avec toutes mes ex, voilà, et j'ai des très belles amitiés. Comment toi tu réalises cet itinéraire? Tu décides d'aller en Océanie, en Afrique australe, donc c'est évidemment tu prends la map et puis tu fais tourner la map et tu mets ton doigt en te dans les yeux. Ouais. Comment tu fais l'itinéraire? En fait, l'itinéraire, il se fait par lui-même. C'est toujours pareil, le premier pas, le saut dans la piscine, et puis ensuite... Mais tu commences à l'endroit et puis tu sais pas où tu vas? Exactement. Tu sais pas où tu vas? Non. Tu sais pas dans une semaine, 2 semaines, tu t'arrêtes, si t'as envie de t'arrêter une semaine, tu t'arrêtes une semaine. Je décide tous les matins est-ce que je suis bien là où j'y vais. Selon, je voyage en fonction des saisons, par exemple, si tu veux. J'ai zappé la Bolivie en descendant jusqu'à Ushuaia parce que fallait que j'arrive à Ushuaia. J'étais en moto avant l'hiver, donc je suis remonté 2 ans plus tard pour faire la Bolivie. J'ai horreur de cette expression faire un pays parce que pour visiter, vivre, parce que je vis dans les pays le temps que je veux et que le visa me permet. Mais non, je suis lié à un véhicule. Qui est une contrainte également, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où tu as ton véhicule, tu vas dans le pays le plus proche, voilà. Mais bien en sûr. Fonction du petit bonheur, la chance, quoi. Donc tu vas sans savoir. Sans savoir. Ou parce que d'un seul coup, un ami me dit tiens, si tu vas en Bolivie, tu sais que c'est 6 mois, enfin dans ton visa, tu sais à peu près quand tu reviens. C'est ça. Voilà. Mais là, ça fait par exemple 1 an que je suis parti en Amérique latine. Bon, je suis revenu parce que je veux profiter des amis, de mon fils, c'est l'été et c'est l'hiver là-bas. Dans les endroits que tu as pu voir, visiter, comme tu le dis, est-ce qu'il y a un endroit, encore une fois c'est très compliqué parce que tu as vu des endroits exceptionnels, mais s'il y en a un, tu veux sortir du lot en disant juste, tu sais quoi, cet endroit-là, il y a une sorte de plénitude, ou pas d'ailleurs, qui t'a le plus apporté, pas marqué, apporté? Alors ça dépend des critères, selon les peuples, selon les paysages, mon harmonie avec le lieu. Mais toi Et là, d'ailleurs, je cherche un lieu pour y poser mes bagages pendant au moins 6 mois et créer une cabane au bord d'un lac, si possible, etc. Mais pour moi, la Bolivie,
la Patagonie, qui n'est pas un pays, mais qui est Chili, Argentine, la Namibie et la Nouvelle-Zélande, c'est des pays où je pourrais très bien vivre et j'adore. Ouais. On peut suivre tes aventures sur ton site aussi, pour tous les gens qui nous écoutent. Évidemment, ils peuvent acheter Libre, écrire sur les chemins du monde, publié en 2021, Vivant, Chronique d'Afrique, encore une fois, Nautilus les deux, hein. Son éditeur. Et donc, frédéricpi.fr. Donc, des récits nourris de voyages, de philosophie, de poésie, de rencontres. Ton processus d'écriture, là, si, c'est dans les conseils, il y a beaucoup de gens, tu le sais, qui aimeraient écrire, qui voudraient écrire, qui n'osent pas. Donc là aussi, je vous dis, laissez-vous aller, faites-le. N'ayez pas de regret. Toi, c'était très dur au départ? Non, parce que j'ai toujours écrit, c'est très fluide, et puis j'ai la chance d'être très inspiré, et le voyage est ultra inspirant, donc dès qu'il y a quelque chose... Alors j'écris des chroniques, c'est pas un roman, il n'y a pas une construction. Ce qui est très, très amusant, c'est que Christophe un jour m'a dit, mais mon éditeur me demande comment t'écris, sur un cahier, sur machin, tu recopies, sur l'ordinateur. Je lui dis non, je t'ai livré les 800 pages totales des 2 romans sur mon téléphone portable, avec mes 2 pouces, au gré du voyage. Ouais. Et justement, quel écrivain t'as le plus inspiré aujourd'hui? Nicolas Bouvier, pape de l'usage du monde. Frédéric, je te pose une dernière pause amicale. On l'écoute. Salut Fred, c'est Christophe. Et salut Alex, merci pour cette opportunité. Mais désolé, je n'ai pas une seule question, mais 2 questions. La première concerne, Fred, notre premier échange quand tu es au Mexique et que tu trouves un restaurant avec un Wi-Fi correct pour que nous puissions échanger. T'attendais-tu à ce que je propose de faire un livre? Et plus généralement, espérais-tu que quelqu'un te propose un jour? La deuxième question est à propos de ta façon de voyager. Beaucoup de gens sont inquiets de leur avenir, de ne pas savoir où ils seront dans 1, 2, 5 ans. As-tu ce genre de doute? Et comment gères-tu les moments de solitude? As-tu au moins regretté une fois, dans un coup de blues, d'être parti ainsi et seul sur les chemins du monde? Avec toute mon amitié, salut Fred. Christophe Agnus, qui avant d'être éditeur, attention, est un entrepreneur. Hein. Il a grandi dans l'entrepreneuriat. Il a monté cet éditeur qui est unique, hein, très iconoclaste, et qui t'édite donc aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds à Christophe? Sur la deuxième partie, les doutes, les regrets d'être parti, je crois que ça m'est arrivé de poser cette question, mais sur 5 ans de voyage, ça m'a pris 3 heures. C'est tout. Le reste, l'immense majorité, c'est mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et j'adore cette vie et je veux d'ailleurs la continuer. Et je crois que c'est la plus belle réponse que je puisse faire et voilà, je voulais faire des livres. J'ai beaucoup écrit. J'écris quasiment 500 à 600 pages chaque année de journaux, de poèmes, de lettres, de discours. Enfin, dès que je peux écrire, j'écris. Je suis connu pour ça, par mes amis en tout cas. Bien sûr, moi je vois quand tu m'envoies un message quand tu es à l'autre bout du monde sur les réseaux. Enfin, quand tu m'envoies à moi, à chaque fois, c'est une partie de 2 mots. Hein. Tu nous amènes avec toi. Tu peux me poser pour une question simple. Hein. Tu m'envoies 2 paragraphes. C'est vrai, j'adore écrire. Ouais, je le confirme. Dans ton second livre, Vivant, tu racontes qu'un de tes amis préfère que tu lui racontes tes galères. C'est peut-être lui qui t'appelait aussi. Tes questionnements, tes doutes. Et c'est vrai que ça aussi, c'est important. Et je comprends évidemment que tu nous racontes tout ce qui est beau et le fait qu'en effet, l'immense majorité du temps, mais l'humain a évidemment aussi des rencontres difficiles, des moments compliqués, complexes, et c'est justement dans ces partages-là qu'on peut essayer d'apporter quelque chose. Toi, les grandes galères que tu as eues pendant ces 5 années, évidemment une chaîne ou 18 jours où tu as attendu ta moto, et des moments où de crainte pour toi, d'oubli, de galère, de moments où tu te dis c'est galère quand même cette vie-là. Je veux vraiment être sincère. Mais sois sincère. Moi, je veux vraiment être sincère. Je veux pas faire très sincèrement, je crois que j'ai une vie extraordinaire et chaque journée, j'apprends tellement, je vois tellement d'inconnus, je rencontre des gens formidables, etc. Donc j'ai eu des galères, oui, je suis resté 20 minutes bloqué, la jambe bloquée dans le désert de l'Atacama sous ma moto, je me suis planté dans un sentier non officiel, donc là il y avait peu de chance. Là on est au Chili, hein. Voilà, on est au Chili, exactement. Il y avait peu de chance que quelqu'un arrive dans les 2 jours. Bon, là t'es une galère. Bon,
Mais c'est ça le voyage. Enfin, derrière, ça fait une chronique de voyage, ça plaît à tout le monde. C'est quasiment fait exprès. J'ai failli être percuté par un rocher. J'ai été percuté par un rocher qui dégringolait de la montagne récemment en Bolivie. J'ai pas été déstabilisé. Enfin, bref, il y a eu des galères, mais c'est physique ce que tu dis. Ouais, c'est physique ça. Mais mentalement, j'ai eu aucune galère. Heureux. Si j'ai eu une galère quand j'étais avec mon camper van en Australie et que les types qui ont repris mon entreprise m'annoncent qu'ils vont pas me payer parce que voilà, ils ont pas touché le crédit impôt recherche, etc. Là, t'as une petite nuit un peu compliquée, t'es à l'autre bout de la planète, la France est fermée, tu peux téléphoner à personne, tu parles pas. Bon, voilà, je me suis dit comme Chirac, je veux que ça m'en touche une sans réveiller l'autre, donc je vais pas revenir en France pour aller au tribunal. Simplement, voilà, j'ai fait valoir mes droits. Ils ont fait ressortir l'entrepreneur que je croyais avoir calmé et ficelé au pied d'un arbre. Donc je me suis battu et j'ai remporté les procès et j'ai récupéré une grande partie de l'argent. Est-ce que souvent tu pourrais y retourner un jour ? Tu penses que c'est un sujet où tu dis l'entrepreneuriat ? Tu parlais de ce sujet, de ce projet d'agroforesterie en Amérique latine, qui est de l'entrepreneuriat. Tu dis que l'entrepreneuriat peut être différent aujourd'hui, ou justement parce que ton objectif est différent, là, ça serait d'apporter un plus pour la planète. Tu sens qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus, ou quand même Oui, où tu dis qu'il faudra commencer à travailler avec des rendez-vous. Combien de rendez-vous t'as mis dans ton agenda depuis 5 ans ? Un seul, avec mon médecin, et je l'ai loupé. D'accord. Ouais. Voilà, pour que les gens qui nous écoutent, Frédéric, dans son agenda, on a tous des agendas qui sont plus ou moins chargés ou plus ou moins trop chargés. Frédéric, lui, a eu un rendez-vous et il a la chance, le talent de le louper. Donc toi, tu te sens pas... Non, c'est surtout que je pense qu'il y a des âges pour tout. Moi, j'ai pas la pêche. J'ai un ami qui a des équipes en Asie et en Afrique. Il me disait pars en Afrique parce qu'aujourd'hui, avec la vie que tu as eue, tu as une productivité plus proche du Sénégalais que de Taïwanais. J'adore cette phrase et je crois qu'il était pas loin de la vérité. Mais je pense qu'entreprendre, c'est aussi recruter des équipes, les conseiller. À 60 ans, on peut en tout un mentor. Tu verrais plus comme un mentor. Justement, dans cette direction de vie, toi, dans toutes ces belles années qui t'attendent, pour pouvoir dire peut-être que oui, j'ai réussi ma vie, ce serait quoi alors ? C'est l'intensité et d'avoir vécu de manière intense, et j'ai adoré tout ce que j'ai vécu, même les entreprises. Enfin, je crache sur absolument rien. Et j'ai une vie tellement riche, tellement enthousiasmante aujourd'hui que j'ai déjà réussi ma vie. C'est-à-dire que là, je me le disais, je le disais à mon fils l'autre jour, la mort peut venir me chercher, j'ai déjà du rab, enfin j'attaque le rab là, donc s'il y a encore 10 ans, je m'en pour lécher les babines, quoi. Ce qui est amusant, c'est que pour l'instant, en 5 ans, j'ai pas été malade du tout. Du tout, de rien du tout. Alors j'ai eu le Covid, j'ai eu l'impression que c'était la clim qui m'avait rendu un peu froid, et c'est en faisant un PCR pour partir en Afrique du Sud qu'on m'a dit non, vous allez attendre avant de monter dans l'avion. Donc ça prouve que quand on est aligné et quand on est fondamentalement heureux, et qu'on écoute, voilà, qu'on est actif, la santé vient, enfin j'espère, peut-être que j'ai un cancer généralisé que je ne sais pas encore, mais enfin je profite de mon passage en France pour faire tous les examens nécessaires. Je vous propose maintenant une pause musicale. Quelle est ta chanson culte ? Une chanson qui est peu connue, mais je l'ai écoutée 1000 fois, quasiment, parce qu'elle déclenche l'inspiration, et je l'ai écoutée en fond musical, elle me fait écrire, elle m'emmène. C'est une chanteuse israélienne qui s'appelle Lahore, et c'est Hymn to the Soul, un hymne à l'esprit. Et d'ailleurs, quand tu te balades comme ça, toi tu fais partie des gens où quand tu écris, tu te balades avec de la musique, tu conduis avec de la musique, ça t'aide de la musique ? Je survis parce que je n'ai jamais écouté de musique, ou je n'ai jamais été au téléphone en conduisant. D'accord. Je suis ultra concentré sur la route. Voilà, sur la route. Ouais. Quand tu écris ? Et quand j'écris, il m'arrive de me lancer, de me lancer. Mais par contre, j'écris pas en musique après. Enfin, j'écris, voilà, tu entendras la chanson, elle est très inspirante. On va l'écouter. Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.